Monsieur Mario Gauthier et Daniel Maltais sur les inondations au Québec. Donc, le deuxième récipiendaire viendra me voir parce qu'on va vous l'envoyer directement par la poste. Okay. Donc, c'est confirmé. Merci Philippe. Merci à toutes les personnes des risques. C'est une excellente chose. Alors, donc, c'était ce que je voulais dire en introduction, en mot d'accueil. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Et puis, donc, la séance de ce matin va être présidée par mon collègue Thomas et notre premier conférencier qui est en ligne, Samuel, est déjà là, est présent. On avait fait le petit test tantôt, ça fonctionnait, tout fonctionnait. Donc, à toi, Thomas. Parfait, merci Mustapha. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous et à toutes, sur la distance aussi. Ça me fait plaisir de présider cette séance du matin et de participer à cette 17e édition du colloque. Puis j'en profite pour remercier encore une fois Mustapha qui fait tout le travail de préparation puis d'organisation des annonces. Merci Mustapha, le colloque est là grâce à toi. Beaucoup. Ce matin, on a plusieurs représentations, 3 donc avant la pause. Il y en aura 2 à distance, puis 1 en présentiel. Donc, on va commencer de ce pas avec la première, celle de Samuel. Samuel Goulet de l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui va nous parler de la variabilité temporelle des niveaux d'eau du lac Mégantic sous la période 1920-2020. Samuel, puis je vous rappelle, on en profite pour rappeler que vous avez, c'est 25 minutes les présentations, ça inclut 5 minutes de questions, donc 20 minutes de présentation, 5 minutes de questions. Pour ceux en présentiel, je lèverai ma main pour vous dire qu'il vous reste 5 minutes, incluant les questions. Ceux à distance, vous ne voyez pas, fait que je compte sur vous pour regarder votre horloge. Ça va, Samuel? Parfait. OK, merci à toi. Donc, est-ce que le partage d'écran fonctionne? Je pense que oui, hein? Oui, le partage fonctionne, mais ce qu'on voit, c'est le PowerPoint, pas le... présentation. Oui, mets-toi juste en mode de... Voilà. Oh, super. Bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Samuel Goulet. Je suis un étudiant de l'Université du Québec à Trois-Rivières qui effectue présentement une maîtrise de recherche en sciences de l'environnement. Et est-ce que ça fonctionne? Oui. Oui, c'est bon. OK, bon, super. Donc, comme que je mentionnais, je suis un étudiant de l'Université du Québec à Trois-Rivières en sciences de l'environnement qui effectue une maîtrise de recherche sur la variabilité temporelle des niveaux d'eau du lac Mégantic pendant la période de 1920 à 2020. Mon projet est supervisé, dirigé par le professeur Ali Arkamos Hassani et Alexandre Roy, qui sont tous 2 professeurs de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter ma recherche. Donc, comment que la présentation va être divisée? En fait, elle va être divisée en 4 parties. Elles sont les suivantes: la problématique et les objectifs, la méthodologie, les résultats et la discussion et la conclusion de ma recherche. Donc, avant d'entrer en détail dans mon sujet de recherche, je voulais faire un bref résumé de c'est quoi les impacts des changements climatiques sur les débits des rivières à l'échelle internationale. Donc, selon l'étude de Begjiwis et al., réalisée en 2017, les changements climatiques font augmenter la magnitude et la fréquence des crues. Les régions qui sont le plus touchées par ce phénomène sont représentées en bleu sur la carte, soit l'Amérique du Nord et l'Europe, et celles qui le sont le moins sont en rouge, soit l'Amérique du Sud et l'Australie. En ce qui concerne les impacts des changements climatiques sur les débits des rivières au sud du Québec, 3 constats principaux ont été décelés. Ils sont les suivants en ce qui concerne les débits minimums. Donc, le premier constat est que les changements climatiques font augmenter en hiver et à l'automne les débits minimums au sud de la province. Cette augmentation est surtout marquée dans les bassins versants
agricole et elle est causée par l'augmentation de la quantité de pluie que le sud de la province connaît depuis les dernières décennies. Le second constat est que les débits minimums diminuent en été. Cette diminution est surtout marquée dans les bassins versants les moins agricoles et elle est causée par la diminution de la quantité de neige en hiver. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, les débits minimums estivaux sont fonction de la fonte des neiges printanières. Donc, c'est vraiment là, la fonte des neiges au printemps qui va donner le régime de débit des niveaux d'eau, des débits minimums à l'été. Et comme il y a moins de neige à l'hiver, il y a donc moins de neige qui fond au printemps et donc moins de débits minimums à l'été qui sont importants. En ce qui concerne les débits maximums, pour ce qui est des rivières du sud de la province, encore une fois, la tendance est la suivante. Elle est à l'augmentation pour ce qui est de l'hiver, de l'été et de l'automne. Et la cause de cette augmentation est la fonte précoce de la neige et l'augmentation des pluies que le sud de la province connaît depuis les dernières décennies. La problématique liée à ma recherche vient du fait que les études dont je viens de présenter portent exclusivement sur les débits des rivières. Aucune étude n'existe encore à ce jour sur les variations de niveau d'eau de lac au Québec, selon notre connaissance. Et pourtant, selon Mitosec 1995, après les débits de rivières, les variations de niveau d'eau de lac sont les plus adaptées pour les suivis environnementaux dans les bassins versants. Au Québec, il existe plus de 700 000 lacs naturels et artificiels. C'est donc dans cette optique que ce travail de recherche consiste à analyser la variabilité temporelle des niveaux d'eau de lacs au Québec pour les suivis de changements environnementaux dans les bassins versants. Plus précisément, c'est le lac Mégantic qui a été choisi pour l'étude. Ce choix se traduit par 3 raisons principales. Elles sont les suivantes. Donc, la première, c'est qu'il existe une série de données de niveau d'eau sur une longue période concernant le lac Mégantic. Donc, on a les niveaux d'eau du lac à partir de 1920 jusqu'à aujourd'hui, et ce, d'une manière journalière. La deuxième raison qui explique ce choix est la présence marquée d'activités anthropiques dans le bassin versant du lac Mégantic. On y dénombre beaucoup d'agriculture, de déboisement, d'urbanisation et la construction de nombreux barrages. Donc, analyser la variabilité temporelle des niveaux d'eau du lac et l'influence que les activités anthropiques ont sur cette variabilité va pouvoir nous aider à comprendre davantage quelle est l'influence des activités anthropiques sur la variabilité des niveaux d'eau de lac. Et la troisième raison vient du fait que la rivière Chaudière, dont le lac Mégantic en est la source principale, est l'une des rivières les plus vulnérables aux inondations. Donc, analyser la variabilité des niveaux d'eau du lac Mégantic va potentiellement pouvoir nous indiquer le pourquoi du comment est-ce que la rivière Chaudière est l'une des rivières qui inonde le plus souvent au Québec. Donc, je vous invite à jeter un coup d'œil à la carte de la diapositive. Donc, qu'est-ce qu'on peut y voir? Tout d'abord, ici, c'est le lac Mégantic. Le tracé en gris pâle autour du lac Mégantic, c'est le bassin versant du lac Mégantic. Et entre le lac et le médaillon de la carte, on peut voir, là, il y a un petit chenal. Ce petit chenal représente la rivière Chaudière. Et sur le médaillon, qu'est-ce qu'on voit? C'est le bassin versant entier de la rivière Chaudière. Donc, bassin versant qui englobe le sous-bassin du lac Mégantic qui est situé à l'extrémité sud de celui-ci. Et le médaillon, en fait, là, il permet de localiser où est-ce qu'il est situé le site d'étude. Donc, maintenant, je vais vous expliquer c'est quoi les objectifs de ma recherche. Donc, en fait, j'ai 2 objectifs. Le premier, c'est de caractériser la variabilité temporelle des niveaux d'eau du lac pendant la période de 1920 à 2020. Donc, petite précision à propos de cet objectif. Quand je dis caractériser la variabilité temporelle, qu'est-ce qu'on cherche plus précisément à déterminer? C'est si les moyennes des niveaux d'eau tendent à augmenter ou à diminuer dans le temps entre 1920 et 2020. En ce qui concerne mon deuxième objectif, eh bien, c'est le suivant. Donc, c'est de déterminer les facteurs naturels et anthropiques qui influencent la variabilité du niveau d'eau du lac Mégantic.
Donc, ici, je voulais faire une description plus approfondie de mon site d'études. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qui est important de savoir sur le lac Mégantic? C'est que c'est un lac qui a été transformé en lac artificiel en 1920 suite à la construction du barrage qu'on appelle barrage Mégantic. Barrage Mégantic qu'on peut retrouver d'ailleurs sur la diapositive. Il est identifié par une épingle verte sur celle-ci. Donc, ce barrage a été placé à l'exutoire du lac, donc juste à l'entrée de la rivière Chaudière, dans le but de contrôler les inondations de la rivière Chaudière. Et ce barrage fait une hauteur de 5,61 mètres et, comme je l'ai mentionné, a transformé le lac Mégantic en lac artificiel. Voici quelques autres caractéristiques sur le lac. Donc, il a une superficie de 27,6 km², un volume d'eau moyen de 609 000 m3, une profondeur moyenne de 22 mètres. Et je vous invite à jeter un coup d'œil à la carte. Comme on peut y voir, là, il y a plusieurs losanges jaunes qui sont placés dans le bassin versant du lac Mégantic. Chacun de ces losanges correspond à la localisation d'un barrage. Ce qui fait en sorte que, bon, il y a 32 barrages au total dans le bassin versant du lac Mégantic et ça fait quand même beaucoup pour un aussi petit bassin versant. Et la photo que je viens de faire apparaître est une photo du barrage Mégantic qui a transformé le lac en lac artificiel. Donc maintenant, je vais entamer la partie méthodologie de ma recherche. Donc, elle va être séparée en deux sections. La première va porter sur mon objectif 1 et la seconde sur mon objectif 2. En ce qui concerne mon objectif 1, qui, je vous rappelle, est de caractériser la variabilité temporelle des niveaux d'eau du lac de 1920 à 2020, cette partie va surtout reporter sur des tests de tendance statistique, tandis que la seconde, qui, elle, je vous rappelle, est de déterminer les facteurs qui font varier les niveaux d'eau du lac. Celle-ci va surtout reporter sur des tests de rupture de moyenne. Mais avant de pouvoir effectuer ces tests statistiques, j'ai dû télécharger les données journalières des niveaux d'eau du lac à partir du site web du Centre d'expertise hydrique du Québec. Une fois téléchargé, j'ai constitué des séries hydrologiques à l'échelle annuelle et saisonnière pour les niveaux d'eau minimum, maximum et moyen de 1920 à 2020 du lac. Une fois ces séries hydrologiques de constituées, j'ai pu les soumettre à mon premier test de tendance qui va m'aider à caractériser la variabilité du niveau d'eau du lac. Ce premier test de tendance est le test de Mann-Kendall. Donc, ce test permet de déterminer si la moyenne d'une série augmente, diminue ou reste constante dans le temps. Cependant, ce test n'élimine pas les effets de la persistance à court et à long terme dans une série chronologique de données. Donc, qu'est-ce que c'est que la persistance, l'effet de persistance dans une série chronologique? En fait, c'est l'influence qu'une donnée va avoir sur une donnée postérieure à celle-ci dans une série chronologique. Donc, si je peux résumer ça d'une manière plus simple, par exemple, si les niveaux d'eau du lac Mégantic en 1981 étaient à 10 mètres, il y a de fortes chances que ces niveaux d'eau aient été influencés par les niveaux d'eau de l'année précédente, donc ceux de l'année 1980 qui étaient à 15 mètres. Donc, pour avoir un résultat significatif de la caractérisation de la variabilité des niveaux d'eau du lac, ce que j'ai cherché à faire, c'est d'éliminer cet effet de persistance dans la série chronologique des niveaux d'eau. Donc, pour l'éliminer, la persistance à court terme, j'ai utilisé 4 tests statistiques, donc qui sont ceux que je viens de faire apparaître sur la diapositive. Le test de MMKY, test de MMKH, test de MMKPW et le test de TFPW. En ce qui concerne la persistance à long terme, donc persistance court terme et long terme, c'est la même chose. La seule différence, c'est que là, à long terme, on parle d'une influence sur un intervalle de temps beaucoup plus long. Donc, on parle de plusieurs années à la place de seulement une année ou quelques années. Donc, pour éliminer la persistance à long terme, c'est le test de LPTH que j'ai utilisé. Donc, l'addition de ces 5 tests de tendance statistique qui éliminent les effets de persistance dans la série chronologique avec le test de Mann-Kendall m'ont permis de caractériser la variabilité temporelle du niveau d'eau du lac Mégantic.
En ce qui concerne ma méthode concernant les ruptures de moyenne, donc celle qui va m'aider à déterminer les facteurs qui font varier les niveaux d'eau du lac mégantique, j'ai utilisé un test de Lombard. Donc, pourquoi ce test? Ben, en fait, c'est à cause qu'il y a plusieurs avantages. Ils sont les suivants. Le premier avantage, c'est que le test de Lombard élimine les effets de persistance à court et à long terme, dont je viens de vous mentionner pour ce qui est des autres tests de tendance. Le deuxième avantage, c'est qu'il détecte les ruptures abruptes et progressives dans une série chronologique de données. Donc, ça peut être autant des ruptures qui vont être issues d'une diminution du niveau d'eau du lac abrupte ou progressive, ou une augmentation du niveau d'eau du lac qui va être abrupte ou progressive. L'important, c'est que le test détecte des changements dans les moyennes de niveau d'eau qui ne sont pas issus du hasard. Et le troisième avantage de ce test de Lombard, c'est qu'il est possible ensuite d'associer aux dates de rupture de moyenne qui ont été détectées un événement climatique ou anthropique qui s'est produit dans l'intervalle de temps de la rupture de moyenne. Et donc, par le fait même, qui pourrait expliquer le pourquoi est-ce que la rupture de moyenne est apparue. Donc, qui pourrait déterminer quel facteur fait varier les niveaux d'eau du lac. Donc maintenant, je vais passer à la partie sur ma présentation des résultats. Je vais commencer par vous présenter les résultats de mon objectif 1. Donc, les résultats vont être présentés sous forme de tableaux. Tableaux dans lesquels il va y avoir les scores Z et les valeurs de P de chacun des tests de tendance que j'ai effectués. Lorsque le score Z va être écrit en bleu, ça signifie que le test a détecté une diminution des niveaux d'eau. Et lorsque la valeur de P va être en rouge, ça signifie que le test n'était pas significatif étant donné que la valeur de P était supérieure à 0,05. Lorsque la valeur de P va être écrite en noir, ça veut dire que le test était significatif et donc que la valeur de P était inférieure à 0,05. Donc, je vais commencer par les résultats des tests de tendance qui ont été appliqués au niveau d'eau maximum à l'échelle annuelle de 1920 à 2020. Donc, comme vous pouvez le voir sur le tableau, tous les scores Z sont négatifs, ce qui indique que les tests ont tous détecté qu'il y avait eu une diminution des niveaux d'eau maximum et toutes les valeurs de P sont significatives, ce qui fait en sorte que, selon les tests statistiques, les niveaux d'eau maximum annuels du lac mégantique ont significativement diminué entre 1920 et 2020. En ce qui concerne les résultats pour ce qui est de la variabilité des niveaux d'eau maximum, mais à l'échelle saisonnière de 1920 à 2020, le résultat est le même qu'à l'échelle annuelle. Donc, tous les tests ont détecté qu'il y avait eu une diminution significative des niveaux d'eau maximum pour ce qui est des saisons de l'hiver, du printemps, de l'été et de l'automne. En ce qui concerne les résultats des tests de tendance appliqués au niveau d'eau minimum à l'échelle annuelle, cette fois-ci, les tests ont détecté qu'il y avait eu, oui, une diminution, mais qui n'était pas significative. Donc, comme on peut le voir, toutes les valeurs de P sont supérieures à 0,05. Donc, le constat est le suivant. Les niveaux d'eau minimum annuels n'ont pas changé significativement dans le temps pendant la période de 1920 à 2020, pour ce qui est du lac mégantique. Cependant, en ce qui concerne les niveaux d'eau minimum à l'échelle saisonnière, 3 saisons sur 4 ont indiqué qu'il y avait une diminution des niveaux d'eau minimum. Donc, ces saisons sont celles de l'hiver, du printemps et de l'automne. Donc, ça peut porter à confusion, étant donné que les résultats annuels démontrent qu'il n'y a pas de diminution significative des niveaux d'eau minimum, alors que 3 saisons sur 4 indiquent qu'il y a une diminution significative des niveaux d'eau minimum. Et ce phénomène s'explique par le fait que dans une année, c'est toujours à l'été que les niveaux d'eau sont les plus bas. Ce qui fait en sorte qu'à l'échelle annuelle, tous les niveaux d'eau qui ont été utilisés pour les tests statistiques sont issus de la saison estivale. C'est pourquoi que, à la saison estivale,
les tests n'ont détecté qu'il n'y avait pas eu de diminution significative des niveaux d'eau minimum et que par le fait même, à l'échelle annuelle, il n'y en avait pas eu non plus. Mais ça ne veut pas dire que, étant donné qu'il n'y a pas eu de détection d'une diminution significative des niveaux d'eau minimum à l'échelle annuelle, que les niveaux d'eau minimum du lac mégantic n'ont pas diminué significativement. Parce que comme le confirme l'échelle hivernale, printanière et automnale, il y en a eu une diminution significative des minimums. Donc, pour ceux qui ont un œil quand même assez futé, vous avez pu peut-être remarquer que pour ce qui est de l'échelle hivernale, le test de LPTH a eu une valeur de P supérieure à 0,05. Cela n'indique pas qu'il n'y a pas eu une diminution significative des minimums à l'échelle hivernale. Ça indique seulement que, bon, le test de LPTH qui, lui, a pour fonction d'éliminer la persistance à long terme, il n'a pas été capable de l'éliminer, ce qui fait en sorte qu'il y a une diminution significative des niveaux d'eau minimum à l'échelle hivernale, mais dans cette diminution, il y a quand même une persistance à long terme qui existe. Donc, pour résumer les résultats d'une manière plus simple, j'ai fait un graphique, cette fois-ci, de seulement la variabilité des niveaux d'eau annuels maximum et minimum. Donc, la ligne bleue du graphique correspond à la variabilité des niveaux d'eau maximum du lac mégantic. Donc, comme on peut le voir, la tendance est vraiment à la diminution, ce qui fait du sens avec les résultats des tests statistiques. Et en ce qui concerne les niveaux d'eau minimum annuels, on peut voir qu'il n'y a pas de tendance à la diminution. Puis, je vous rappelle pourquoi. C'est en fait à cause que les niveaux d'eau minimum annuels sont calculés en fonction des minimums estivaux, étant donné que c'est vraiment à l'été qu'on a les niveaux d'eau les moins élevés dans les lacs au Québec. Mais ce n'est pas parce que les niveaux d'eau minimum annuels ne diminuent pas, je vous rappelle, que les niveaux d'eau minimum saisonniers de l'hiver, du printemps et de l'automne ne diminuent pas. Au contraire, ils diminuent. On en a la preuve avec les tests dont je viens de présenter. Donc, en ce qui concerne les résultats de la détection de rupture de moyenne, donc test qui va me permettre de détecter les facteurs qui font varier les niveaux d'eau du lac mégantic, le test de Lombard a révélé les résultats suivants. Donc, il a révélé qu'il y avait eu une rupture de moyenne à la diminution pour les échelles annuelles, hivernales, printanières, estivales et automnales pour tous les niveaux d'eau maximum. Donc, ces ruptures de moyenne varient entre des ruptures progressives ou abruptes. Mais l'important qu'il faut savoir de ce résultat, c'est que chaque rupture de moyenne se situe dans l'intervalle de temps situé entre 1957 et 1963. Donc 1957 et 1963, on peut voir là, en l'hiver 1959 à 60, 60 à 63, bon, on a compris, c'est le même intervalle. En ce qui concerne les résultats de Lombard, le résultat est sensiblement le même pour ce qui est des intervalles qui ont été, les intervalles de rupture de moyenne qui ont été détectés. Donc, à l'hiver et au printemps, c'est encore entre 1957 et 1963. Il y a seulement à l'automne que c'est 1945 à 46. Et bon, il n'y a aucune rupture qui a été détectée pour les niveaux d'eau minimum annuels et estivaux. Ce qui fait du sens avec les résultats qu'on a obtenus avec les tests de tendance que je viens de présenter. Donc, pour ce qui est de la partie où est-ce que je vais déterminer les facteurs qui font varier les niveaux d'eau du lac mégantic, c'est surtout l'intervalle de 1957 à 1963 que je vais me baser pour déterminer quel facteur a pu arriver entre 1957 et 1963 et puis faire diminuer les niveaux d'eau du lac mégantic. Donc, le graphique suivant permet de localiser là, la rupture de moyenne des niveaux d'eau maximum qui est ici, là, celle annuelle sur cette échelle de niveau d'eau. Donc, visuellement parlant, c'est toujours plus facile d'interpréter les résultats. Et
petite information additionnelle qui peut être intéressante. La rupture de moyenne qui est arrivée en 1957 et 1963 pour ce qui est des niveaux d'eau maximum annuels du lac Mégantic a fait passer la moyenne des maximums du lac de 49,85 mètres à 49,10 mètres, ce qui correspond à une diminution de la moyenne des maximums de 1,5 pour ce qui est du lac Mégantic. Samuel, il te resterait 3 minutes. OK, je vais accélérer. Ici, qu'est-ce que j'ai essayé d'effectuer? C'est un graphique qui illustre la variation des niveaux des précipitations dans la région du lac Mégantic. Ce qui est important de reconnaître de ce graphique, c'est que les précipitations dans la région du lac Mégantic sont à la hausse. Et comme les niveaux d'eau du lac sont à la baisse, on ne peut lier les facteurs naturels à la diminution des niveaux d'eau du lac Mégantic. Donc, pour ce qui est de cette diapositive suivante, j'ai fait une analyse des débits de la rivière Famine, qui est dans le même bassin versant de la rivière que le lac Mégantic. Et ces débits sont à la hausse. La rivière Famine est située dans un bassin versant complètement naturel. Et comme les débits sont à la hausse et que les niveaux d'eau du lac Mégantic sont à la baisse, ça veut dire que le lac Mégantic ne suit pas un régime de niveau d'eau qui est naturel, étant donné qu'il est différent, les résultats sont différents de ceux de la rivière Famine. Donc, qu'est-ce qui fait varier les niveaux d'eau du lac Mégantic? C'est la construction de barrages. Étant donné qu'entre 1957 et 1963, 12 barrages ont été construits dans le bassin versant du lac Mégantic et ces barrages ont eu comme effet de diminuer les niveaux d'eau du lac Mégantic. Donc, en conclusion, la variabilité temporelle des niveaux d'eau maximum et minimum du lac se caractérise par une diminution des niveaux d'eau. La cause de cette diminution est d'origine anthropique, soit la construction de barrages en amont du lac. Et cette diminution des niveaux d'eau maximum et minimum risque d'avoir un impact sur la superficie des milieux humides du lac. Donc, milieux humides qui sont situés à l'extrémité sud du lac Mégantic, on peut les localiser sur la carte de la diapositive. Ces milieux humides sont vraiment riches en biodiversité et la diminution des niveaux d'eau du lac pourrait avoir un impact sur cette biodiversité. Donc, en continuation de mon projet, on pourrait évaluer les impacts de cette diminution des niveaux d'eau du lac sur la biodiversité des milieux humides pour déterminer s'il serait nécessaire de modifier les régimes d'écoulement des cours d'eau dans le bassin versant du lac Mégantic afin de favoriser une réaugmentation des niveaux d'eau du lac pour pallier les impacts sur la biodiversité du milieu humide du lac Mégantic. Donc, je remercie tous les membres de l'ACFAS qui m'ont permis de présenter mon travail de recherche, mes directeurs aussi de recherche et ceux qui ont écouté ma présentation. Merci beaucoup. Bon, j'ai été un petit peu vite sur la fin, là, mais je pense que j'ai été capable quand même de rendre ça compréhensible, là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Tout à fait. Merci, Samuel. Fait qu'on a le temps pour une question. Je ne sais pas si je peux te montrer la foule. Fait qu'il va y avoir des questions à distance ou en présence. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Une question, on a le temps pour une question. À distance, est-ce qu'il y a des questions? Oui, bon. Philippe? Est-ce que tu m'entends? Oui. Merci Samuel pour cette excellente présentation. Une question à propos des séries de météo. Tu as utilisé les stations du MELCC ou d'autres stations dans la région? J'ai utilisé les stations sur le Centre d'expertise hydrique du Québec. Okay. Parce que, juste pour le mentionner, mais je pourrais contacter là-dessus, il existe des séries depuis 1920. Évidemment, elles ne sont pas reliées aux stations météorologiques, mais il y a des réanalyses qui permettent d'avoir l'ensemble des séries de précipitations, de température, neige, etc., depuis au moins depuis 1900. Donc, potentiellement, ça pourrait me permettre de voir, d'avoir un portrait plus global et puis qui coïnciderait avec les niveaux d'eau. OK. Bon, super ça. Puis, ça va être des stations qui sont situées proches du lac Mégantic.
Ah ben, ça coule, c'est de l'analyse globale et on les a utilisés sur d'autres produits, mais oui, elle couvre ta région sans problème. OK. Bon, ben merci, je vais regarder ça. Parfait, merci Philippe. Malheureusement, on doit continuer.